Bonjour chers étudiants du module Audit Général S6, toutes les sections. Aujourd'hui, on va continuer, on va terminer le chapitre consacré au cadre général de l'audit financier. Aujourd'hui, on va traiter deux notions d'une extrême importance, à savoir les normes d'audit financier et les risques d'audit financier. Je dis bien les normes d'audit financier et les risques d'audit financier. D'ailleurs, les TD portent justement sur ces deux notions, à savoir les normes d'audit financier et les risques inhérents à l'audit financier. Donc, les normes d'audit au Maroc sont de trois types. Je vais commencer par les normes. Les normes au Maroc sont de trois types. Nous avons les normes de comportement, nous avons les normes de travail et nous avons les normes de rapport. Alors, je vais commencer par les normes de comportement, qui se présentent comme les premières normes marocaines d'audit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les normes marocaines d'audit sont de trois types. Nous avons les normes de comportement, les normes de travail et les normes de rapport. Les normes qui ont un lien avec le rapport. Comment rédiger le rapport et les modalités de rédaction du rapport, etc. Je vais commencer par les normes de comportement. Il y en a 5. Alors, les normes de comportement, il y a la compétence, l'indépendance, la qualité du travail, le secret professionnel, l'acceptation et le maintien de la mission. On va commencer par la première norme. Je vais lire et puis par la suite, je vais expliquer. Pour certifier les comptes, maintenant vous savez ce que c'est-à-dire certifier les comptes, c'est-à-dire certifier la sincérité, la régularité, l'image fidèle des comptes, et exercer la mission de commissaire aux comptes, l'auditeur doit être inscrit à l'ordre des experts comptables. C'est-à-dire inscrit à l'ordre des experts comptables, ça veut dire qu'il doit avoir une formation en matière d'expertise comptable, et il doit être bien sûr affilié, il doit être inscrit, affilié à l'ordre des experts comptables. C'est pour cela qu'on a dit d'ailleurs, le premier chapitre, l'auditeur interne ne peut pas certifier les comptes. Pourquoi l'auditeur interne ne peut pas certifier le compte? Tout simplement parce que l'auditeur interne ne peut pas être affilié à l'ordre des experts comptables du moment qu'il ne dispose pas de diplôme d'expertise comptable. Or, le commissaire aux comptes dispose d'un diplôme d'expertise comptable, ce qui lui permet de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Il ne suffit pas, bien entendu, de disposer d'un diplôme d'expertise comptable pour mener cette mission, mais parallèlement, il faut disposer d'une culture multidisciplinaire, c'est-à-dire l'auditeur s'y connaît en matière de comptabilité générale, en matière de comptabilité de société, en matière de comptabilité approfondie, en matière de comptabilité analytique, en matière de contrôle de gestion, en matière de stratégie, en matière de management. Le volet juridique, bien sûr, il le maîtrise très très bien. Et bien sûr, maintenant, avec la digitalisation, et donc il est appelé à maîtriser le volet informatique, sans oublier surtout la fiscalité également d'une extrême importance. Il y en a d'autres domaines, j'ai mis des pointillés. Donc il doit avoir une culture multidisciplinaire. Et bien sûr, il doit s'assurer que ses assistants disposent eux-mêmes des compétences requises, à savoir le diplôme et bien entendu une culture multidisciplinaire. Donc la compétence renvoie à la formation technique, au diplôme et bien sûr à une culture multidisciplinaire. L'indépendance, on a déjà vu la définition de l'audit en général, on a dit que l'auditeur doit être indépendant. Je lis et puis j'explique. C'est-à-dire indépendance, c'est-à-dire conserver une attitude d'esprit indépendante permettant à l'auditeur d'effectuer sa mission avec intégrité, objectivité et neutralité. Qu'est-ce qui permet à l'auditeur d'être objectif, intègre et neutre? C'est l'indépendance. C'est l'indépendance, c'est-à-dire l'absence de tout lien pouvant nuire à l'objectivité. L'absence de tout lien, je dis bien l'absence de tout lien, et bien sûr, l'auditeur ne doit pas s'ingérer dans la gestion lorsqu'il ne mène pas des missions d'audit.
Là, j'ai mis l'accent sur deux indépendances. Il y a l'indépendance matérielle, c'est-à-dire être libre de tout lien réel qui risque de compromettre sa liberté d'agir. Par exemple, au niveau du TD, on va voir que l'expert comptable a reçu une prime. Le fait de recevoir une prime va nuire à sa liberté d'agir. Il sera manipulable par la direction générale. Donc, il doit refuser la prime. Donc, il doit être libre de tout lien réel qui risque de compromettre sa liberté d'agir et de penser ce qui constitue une entrave à cette intégrité. L'intégrité, c'est l'honnêteté. L'objectivité, c'est l'inverse de la subjectivité. Et l'impartialité, c'est quoi l'impartialité? C'est la neutralité. Il doit être neutre. À côté, bien sûr, de cette indépendance qu'on appelle matérielle, il y a une indépendance morale qui renvoie, bien sûr, il doit faire preuve d'honnêteté, il doit être honnête, intègre. Honnêteté, c'est intégrité. Honnêteté, intégrité. Bien sûr, je m'excuse, l'indépendance morale renvoie à l'honnêteté, à l'intégrité. Et bien sûr, il doit se conformer à une déontologie. Bien sûr, les auditeurs travaillent selon un code de déontologie pour les professions. Alors, on dit l'éthique en général, mais lorsqu'il s'agit d'une profession, on parle bien sûr de déontologie. Donc, toutes les professions, tous les métiers doivent se comporter à une déontologie prescrite par la profession. L'auditeur s'assure aussi que les collaborateurs, bien sûr, respectent cette indépendance. Donc, deuxième norme, c'est l'indépendance, c'est l'absence de tout lien entre l'auditeur et l'audité. Et bien sûr, l'auditeur doit se comporter avec honnêteté, avec intégrité et en respectant, bien sûr, la déontologie de la profession. Qualité du travail. L'auditeur doit bien sûr travailler avec soin, avec célérité, avec diligence. Il doit, avec conscience professionnelle. Donc, il doit y avoir la qualité, une qualité de travail. Ça renvoie à conscience professionnelle, ça renvoie à la célérité, c'est-à-dire travailler avec soin, avec diligence, ce qui permet bien sûr à ces travaux d'atteindre un degré de qualité, conformément à l'éthique, bien sûr, et à la déontologie. Il doit s'assurer également que ses collaborateurs respectent les mêmes critères de qualité. Donc, il doit travailler avec qualité, bien sûr, avec conscience professionnelle, avec diligence, avec soin, avec célérité. Ça renvoie, bien sûr, à la qualité de travail. Une autre norme d'une extrême importance, c'est le secret professionnel. C'est-à-dire l'auditeur, lorsqu'il procède à l'audit des comptes, à l'audit des états de synthèse, etc., il prend connaissance d'informations confidentielles. L'audit du rapport de gestion, le contrôle du rapport de gestion, etc. Bien sûr, il prend connaissance d'informations sensibles, d'informations confidentielles. Ces informations, il ne doit pas les divulguer. Il doit faire preuve de discrétion. Il doit être discret. Pour ne pas causer préjudice à la société. Je parle là surtout des grandes sociétés anonymes. Les commissaires aux comptes, par exemple, de Volkswagen, il doit faire en sorte à ne pas divulguer des informations confidentielles, par exemple, de Volkswagen. Ces informations seront exploitées, par exemple, par son concurrent direct, Toyota ou General Motors. Moi, j'improvise. Un exemple, par exemple, pour les grandes sociétés anonymes, le domaine de l'automobile, par exemple. Il doit également s'assurer que les assistants sont conscients du respect de la confidentialité. Donc, l'auditeur doit faire preuve de discrétion et bien sûr, il ne doit pas divulguer les secrets, surtout professionnels. Cinquième norme, c'est-à-dire l'auditeur peut accepter ou non, peut maintenir ou non la mission d'audit. Pourquoi je dis ça? Un auditeur, dès qu'on contacte un auditeur financier, il accepte sur le champ de la mission d'audit financier, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. L'auditeur peut faire une appréciation. Il peut faire une appréciation selon la réputation de l'audité, selon
les risques qu'on peut encourir avec l'audité, il se peut qu'il y ait des risques avec ce client, selon sa réputation avec les anciens auditeurs, et là bien sûr l'auditeur doit consulter, doit contacter, doit communiquer avec les anciens auditeurs pour avoir une idée sur le déroulement des audits antérieurs. Et l'auditeur, bien sûr, doit s'assurer s'il n'y a pas par hasard un événement qui va nuire à l'indépendance. Tout à l'heure, on a parlé de l'indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard un événement qui va nuire à l'indépendance? Ça, c'est très, très important. Et à la lumière de ces éléments-là, l'auditeur peut accepter ou non la mission. Ces éléments-là ne figurent pas sur le diaporama, mais je vous donne des exemples. Toute mission proposée à l'auditeur fait l'objet, avant acceptation du mandat, d'une appréciation. Qu'est-ce qu'il va apprécier? La réputation de l'audité, sa relation avec les anciens auditeurs, est-ce qu'il n'y a pas des risques à encourir avec ce client? Est-ce que le fait d'auditer, de faire l'audit au niveau de cette société ne va pas nuire au principe de l'indépendance? Et surtout, l'auditeur va se poser une question très importante, surtout lorsqu'il s'agit de grandes sociétés anonymes. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que moi, l'auditeur, j'ai les moyens pour mener cette mission d'audit dans les bonnes conditions? Est-ce que j'ai les moyens justement pour mener cette mission d'audit dans les bonnes conditions? Voilà ce qu'on appelle acceptation de la maintien, c'est-à-dire en cours de mission, il a un contrat avec la société. On a signé la lettre de mission. Il y a une lettre de mission entre l'auditeur et l'audité. Il a commencé la mission d'audit, mais en cours de route, il s'est rendu compte qu'il y a un problème d'indépendance, qu'il y a des risques, etc. Là également, il peut apprécier la mission, et bien sûr, il peut faire une appréciation de sa part, et il peut bien sûr rompre cette mission d'audit. Donc l'auditeur, il a la possibilité d'accepter et de maintenir la mission et de faire en conséquence une appréciation. Donc l'auditeur, avant d'accepter et de maintenir, il doit faire une appréciation. Maintenant qu'on a vu les normes de comportement, qu'en est-il des normes de travail? Alors les normes de travail, là, je vais m'arrêter un petit peu. Pourquoi je vais m'arrêter un petit peu? Parce que il y a certaines normes qui portent surtout sur des contrôles. Alors les normes de travail, je vais commencer par la première norme de travail. La première norme de travail, c'est que l'auditeur, pour mener une mission d'audit financier et comptable, il doit planifier sa mission. Qu'est-ce que c'est dire planifier sa mission? Tout d'abord, il doit avoir une prise de connaissance générale de l'entreprise. Il doit connaître l'entreprise. Comment il va connaître l'entreprise? À travers la documentation, à travers les interviews, bien sûr, et en se déplaçant sur place. Donc, il doit avoir toute l'information pour auditer. Il doit connaître l'entreprise, ce qu'on appelle la prise de connaissance générale de l'entreprise ou la connaissance générale de l'entreprise. Deuxièmement, au niveau toujours de cette première norme, il doit identifier les risques. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Il y a 3 types de risques. Il y a le risque inhérent, il y a le risque lié au contrôle, et il y a le risque de non-détection. Donc il doit identifier les risques. Troisièmement, il doit fixer un seuil de signification. Qu'est-ce que c'est dire un seuil de signification? Et là, je ne vais pas entrer dans le détail. Un seuil de signification, c'est-à-dire l'auditeur ne va pas contrôler, ne va pas se focaliser sur le petit montant. Il va prendre par exemple 1% du chiffre d'affaires, donc il va se concentrer sur les montants pour par exemple contrôler les comptes. Il doit se concentrer sur les montants qui dépassent par exemple 1% du chiffre d'affaires. Donc il y a un seuil de signification. C'est ça ce que je veux dire par seuil de signification. Donc c'est quoi le seuil de signification? C'est le montant au-delà duquel les anomalies deviennent significatives. C'est-à-dire les anomalies deviennent significatives. Donc le seuil de signification, ça veut dire que l'auditeur va se concentrer sur certains montants qui dépassent un seuil. Il ne va pas se concentrer sur des petits montants qui ne sont pas significatifs. Voilà ce qui est, grosso modo, ce qu'il en est de seuil de signification. Et bien sûr, il doit organiser la mission.
Il doit organiser la mission. Donc, première norme, il doit planifier la mission. Qu'est-ce que c'est-à-dire planifier la mission? Connaître la société. 2. Connaître les risques. 3. Fixer un seuil de signification. Et 4. Organiser sa mission. C'est la norme 1. Deuxième norme, c'est l'évaluation du contrôle interne. À chaque fois, le contrôle interne revient. Et on a dit, et là je peux poser cette question de cours, j'ai précisé. Alors, comment l'audit interne, quelle est la relation du contrôle interne avec l'audit interne et quelle est la relation du contrôle interne avec l'audit financier et comptable? Je l'ai dit au niveau du cours, le deuxième chapitre, le premier chapitre, pardon. Le premier chapitre, au niveau de la partie dédiée à l'audit interne, j'ai fait une précision et c'est souligné. Si le contrôle interne constitue la finalité de l'audit interne, donc quel est l'objectif principal de l'audit interne? C'est l'évaluation du contrôle interne. Le contrôle interne constitue seulement un moyen, ce n'est qu'un moyen pour l'audit financier et comptable. Donc, deuxième norme, c'est l'évaluation du contrôle interne, c'est-à-dire l'auditeur financier va évaluer le contrôle interne qui est un moyen parmi d'autres, qui n'est pas la finalité. Donc le contrôle interne n'est pas la finalité de l'audit financier et comptable, il est la finalité de l'audit interne. Donc l'auditeur interne va évaluer le contrôle interne, c'est-à-dire, c'est quoi le contrôle interne? Vous prenez note s'il vous plaît pour une dernière fois. Pour une dernière fois, je vais définir ce qu'est le contrôle interne. Alors, le contrôle, je vais donner même des exemples les plus éloquents. C'est quoi le contrôle interne? Le contrôle interne, c'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise. Le contrôle interne, c'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise. Quelles sont les sécurités les plus connues? Première sécurité, on sépare les tâches. Par exemple, si on prend par exemple un responsable qui fait les achats et en même temps il fait la réception et en même temps il comptabilise, il va frauder. Donc pour faire face à la fraude, on va séparer les tâches. Une personne, il ne fait que les achats. Une personne ne fait que les réceptions. Et une personne ne fait que la comptabilisation. Donc le cumul de ces trois fonctions va bien sûr entraîner des malversations, des détournements de fonds et en général va entraîner la fraude. Donc parmi les manifestations, parmi les plus grandes manifestations d'un bon contrôle interne dans une entreprise, c'est qu'on sépare les tâches. Deuxième manifestation, deuxième exemple, on délègue les pouvoirs. Bien sûr, le directeur général délègue les pouvoirs aux responsables du service, qui à leur tour, par exemple, délèguent les pouvoirs à des responsables d'unité. Donc, ce principe-là, il est important en matière de contrôle interne. Il y a également, la séparation des tâches, il y a ce qu'on appelle la mettre en place d'un système d'information comptable. Comme vous le savez, la comptabilité, là, c'est un système d'information. Donc, on doit faire en sorte qu'il y ait un système d'information stabilisé, rodé et stabilisé. Il y a également, et c'est extrêmement important, il y a la rédaction ce qu'on appelle d'un manuel de procédure. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, on doit le rédiger. On doit le rédiger dans un manuel de procédure. Procédure achat, procédure vente, procédure réception, procédure comptabilisation, procédure facturation, etc. Donc, tous ces éléments-là permettent la maîtrise de l'entreprise. C'est quoi le contrôle interne? C'est l'ensemble des sécurités, c'est l'ensemble des assurances, on peut dire également assurance. Le contrôle interne, c'est l'ensemble des sécurités, c'est l'ensemble des assurances qui permettent la maîtrise de l'entreprise. Exemple d'assurance, exemple de sécurité, on sépare les tâches. On délègue les pouvoirs, on rédige un manuel de procédure pour savoir ce qu'on a rédigé, on le fait réellement. On formalise et on rédige également des fiches de poste pour savoir qui fait quoi. Bien sûr, on met en place un organigramme. On instaure un système d'information comptable. Tous ces éléments-là, toute cette manifestation, tous ces exemples portent sur le contrôle interne. Donc le contrôle interne, c'est
c'est l'ensemble des assurances, c'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise. Et bien entendu, la norme 2, l'auditeur interne doit évaluer le contrôle interne, c'est-à-dire il doit s'assurer de sa conformité. Est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'on a une séparation des tâches? Est-ce qu'on a un système d'information comptable? Est-ce qu'on délègue? Etc., etc. Est-ce qu'on sépare les tâches? D'accord? Troisième élément, troisième norme, c'est l'obtention des éléments probants. Et on a déjà parlé d'éléments probants. Et le deuxième chapitre, bien entendu, j'ai bien entendu donné une définition des éléments probants. Pour la dernière fois, je vais rappeler la définition d'éléments probants. Vous êtes censé maîtriser ce qu'est élément probant. Donc, élément probant, c'est une information reçue, obtenue par l'auditeur financier sous forme soit de documents justificatifs, ce qu'on appelle les pièces justificatives, les PJ, soit de documents comptables, c'est-à-dire par exemple un bilan, un CPC, une balance, etc. Alors, ces documents reçus et ces documents comptables, alors, il a collecté des informations sous forme de documents comptables et sous forme de documents justificatifs. Ces documents justificatifs et ces documents comptables vont lui permettre de fonder son opinion, vont lui permettre d'appuyer son opinion. C'est-à-dire il s'est basé sur ces documents comptables et il s'est basé sur ces documents justificatifs pour certifier les comptes justement et pour dire voilà mon opinion. Et donc pour appuyer son opinion, pour fonder son opinion et pour confirmer des informations qui proviennent d'autres tierces. Quelles sont les autres tierces, par exemple? D'autres sources, par exemple, les audités, les fournisseurs, etc. Et là, s'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît, la concentration totale. Je vous demande la concentration totale. Je vais m'étaler un petit peu à ce niveau-là. Je lis. Norme 3, obtention des éléments probants par des techniques de contrôle. Ces techniques de contrôle, on les appelle également, c'est un ensemble de techniques de contrôle, c'est un ensemble de vérification, c'est un ensemble de contrôle qu'on appelle également des diligences. On les appelle également des diligences. Quelles sont ces techniques de contrôle? Première technique de contrôle, on l'appelle, ça s'appelle, ou le premier contrôle sur pièce et de vraisemblance. Contrôle sur pièce et de vraisemblance. Alors, pour le contrôle sur pièce et de vraisemblance, nous avons ici trois types de contrôle. Premier contrôle, c'est le contrôle des documents reçus. On contrôle les documents reçus. Quels sont les documents reçus? Ce sont les documents sous forme de pièces justificatives. Ce sont des documents sous forme de pièces justificatives, par exemple, qui nous ont permis, bien sûr, de justifier l'enregistrement comptable. Exemple, le relevé bancaire, facture. Donc, le premier contrôle, c'est le contrôle des documents reçus sous forme de pièces justificatives, comme la facture, le bon de commande, les relevés bancaires. Deuxième contrôle ou deuxième examen, c'est le contrôle des documents créés par l'entreprise. Parce que l'entreprise, il a créé des documents, par exemple, il a créé des comptes, il a créé une balance, etc. Donc on doit contrôler les documents créés. Ça s'appelle contrôle des documents créés. Troisième contrôle, ce qu'on appelle les rapprochements. Ça c'est très très important en matière d'audit. Les rapprochements et les recoupements avec bien sûr les estimations. Les estimations, l'analyse, les estimations et surtout les rapprochements et les recoupements. Qu'est-ce que c'est dire le rapprochement et les recoupements? Par exemple, on prend une facture, on la compare au bon de commande. Est-ce que les éléments qui sont dans le bon de commande figurent dans la facture? D'accord? Donc, c'est le fait de comparer un état avec un autre état. C'est le fait de comparer un état avec un autre état. Dans notre cas-là, par exemple, on va comparer ce qu'on a reçu comme pièce justificative. Par exemple, on va comparer une facture
avec un document qu'on a créé, que la société a créé. L'exemple le plus éloquent, je vais vous donner un exemple. Par exemple, rapprochement des charges sociales. Alors, les charges sociales, ce sont des documents créés par l'entreprise suite à l'enregistrement comptable des charges, le journal des charges. Bien sûr, avec les déclarations annuelles des données sociales, comme la CNSS, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rapprocher, de comparer un État par rapport à un autre. Souvent, on peut comparer une pièce justificative avec une autre pièce justificative, mais on peut également comparer une pièce justificative avec un document créé par l'entreprise. Alors, tous ces contrôles-là, on les appelle contrôle sur pièce et de vraisemblance. Contrôle sur pièce et de vraisemblance. Deuxième type de contrôle, dans le cadre de l'obtention des éléments probants par des techniques de contrôle, ou la deuxième technique de contrôle, ce qu'on appelle l'observation physique. L'observation physique, pourquoi? Alors, la première définition, regardez là, je reviens à la première définition de l'audit. C'est quoi l'audit? L'audit, c'est un examen, c'est une investigation, c'est un contrôle. Sur pièce, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Sur pièce, regardez, contrôle sur pièce et de vraisemblance. Et sur place, c'est quoi sur place? L'observation physique. C'est-à-dire, l'auditeur est amené à se déplacer sur place pour vérifier l'existence, par exemple, d'une marchandise, d'un actif. Donc, le contrôle sur place, ou le contrôle physique, ou l'observation physique permet de confirmer l'existence d'un élément d'actif, de confirmer l'existence d'une immobilisation corporelle, par exemple, de confirmer l'existence d'un stock, etc. Donc, ça, c'est un contrôle d'une extrême importance qui bien sûr, pousse l'auditeur à se déplacer sur place. Donc, l'audit, je reviens à la première définition, l'audit, c'est un examen sur pièce. Donc, j'ai dit contrôle sur pièce et de vraisemblance. Et sur place, observation physique sur le tas. Troisième technique de contrôle, pour avoir des éléments probants. Donc, on doit faire des contrôles pour s'assurer qu'on a des éléments probants. Ce qu'on appelle la confirmation directe ou la demande de confirmation directe à des tierces. Parfois, l'auditeur est amené à envoyer une lettre, par exemple, au fournisseur pour s'assurer de l'existence d'une dette, ou au client pour s'assurer de l'existence d'une créance. Il est méfiant, l'auditeur il est méfiant, et pour avoir une assurance, il va bien sûr, en collaboration bien sûr avec l'entreprise. Attention, ce n'est pas lui seul de rédiger cette lettre. Donc il doit faire une demande de confirmation directe à des tierces sous forme de lettre d'affirmation. Ça s'appelle une lettre d'affirmation qui est rédigée en collaboration avec les dirigeants de l'entreprise. Et cette lettre, elle est envoyée par exemple au banquier pour s'assurer de l'existence d'un crédit, un emprunt auprès des établissements de crédit. Il est envoyé par exemple à un fournisseur pour s'assurer de l'existence d'une dette. Il est envoyé à un client pour s'assurer de l'existence d'une créance. Et bien entendu, les auditeurs, ils sont méfiants surtout avec les grands montants. Les auditeurs sont appelés parfois à recourir à cette technique de contrôle. Donc, première technique de contrôle au niveau de la norme 3, c'est contrôle sur pièce et de vraisemblance. Deuxième technique de contrôle, c'est l'observation physique. Troisième technique de contrôle, c'est le fait de faire une demande de confirmation qui est envoyée à un tierce pour s'assurer, par exemple, de l'existence d'une créance, d'une dette ou d'un crédit. Et troisième technique de contrôle, c'est l'examen analytique. L'examen analytique, c'est simple. L'examen analytique, c'est le fait de comparer, par exemple, les données comptables de cette année-là avec les données comptables de l'année dernière ou les données comptables de l'année prochaine. Ce qu'on appelle, là, on est dans le prévisionnel. Donc ici, regardez, il y a 3 dimensions. Il y a l'actuel, le futur et l'antérieur. C'est le fait, par exemple, de comparer des états financiers actuels avec les états financiers de l'année dernière ou ce qu'on a projeté dans le futur. Voilà la première technique. Deuxième technique, c'est le benchmark. C'est quoi le benchmark? C'est le fait de comparer notre entreprise avec des entreprises similaires.
de même taille, bien sûr, qui opèrent dans le même secteur d'activité, qui ont le même positionnement sectoriel. Donc là, on est dans une logique de benchmark, donc voir relations avec des entreprises similaires et établir bien sûr des relations entre elles. On doit faire des relations entre elles, ce qu'on appelle un benchmark. Donc, je répète, pour l'obtention des éléments probants par des techniques de contrôle, on peut recourir à la première technique de contrôle, à savoir le contrôle sur pièce et de vraisemblance. Deuxième technique de contrôle, c'est l'observation physique. Troisième technique de contrôle, c'est la confirmation directe. Quatrième technique de contrôle, c'est l'examen analytique. Je vous ai cité les contrôles les plus usités, les plus utilisés. Troisième norme de contrôle, c'est simple, toujours dans le cadre des normes de travail, c'est que l'auditeur, il est appelé à superviser, à déléguer, oui. Tout à l'heure, j'ai parlé même au niveau de l'entreprise, la délégation de pouvoir, même au niveau de l'entreprise, parmi les bons exemples d'un bon contrôle inter, c'est le fait de déléguer le pouvoir. On ne doit pas centraliser le pouvoir chez 3 personnes dans l'entreprise, on délègue. C'est une manière souple pour travailler. La même chose, l'auditeur, il est appelé à déléguer, mais il doit superviser, il doit contrôler. Il doit contrôler, il doit superviser, il doit contrôler et il doit animer. Et bien sûr parce que la responsabilité incombe à l'auditeur, pas aux personnes pour lesquelles on a délégué le pouvoir. Donc il doit déléguer, mais en même temps, il doit superviser. Norme 5, c'est le dossier d'audit ou le dossier de travail. Bien sûr, l'auditeur doit travailler de façon organisée. Et il est muni tout le temps, les auditeurs sont munis d'un dossier d'audit, un dossier de travail. Pourquoi un dossier de travail? Pour documenter les contrôles. Parce que l'auditeur, il fait un ensemble de contrôles. Tout à l'heure, je vous ai donné les contrôles les plus connus. Contrôle sur pièce de vraisemblance, confirmation directe, examen analytique, observation physique, etc. Pour faire ces contrôles-là, bien sûr, il doit les tenir. Il doit bien sûr les classer dans un dossier de travail dans le but de documenter les contrôles effectués et d'appuyer ses conclusions, d'étayer ses conclusions, d'appuyer ses conclusions. Ces dossiers permettent par ailleurs de mieux organiser et maîtriser la mission et d'apporter les preuves. C'est très important. Il y a des réunions avec les audités. Les audités peuvent vous dire on n'est pas d'accord avec vous. L'auditeur, il va ressortir sur le champ une preuve de son dossier d'audit. Il va ressortir la preuve. Donc, l'auditeur est tenu il doit bien sûr avoir un dossier de travail, un dossier d'audit. Sixième norme, l'auditeur, comme je l'ai dit au niveau du premier chapitre, il a une complémentarité avec l'auditeur interne. Échange de rapports, etc. Échange de rapports. Bien sûr, l'auditeur financier et comptable est appelé à utiliser le travail des auditeurs, mais il doit être prudent. Donc l'auditeur financier peut utiliser les travaux des auditeurs internes en appréciant la fonction d'audit interne dans l'entreprise. Lui aussi, il peut évaluer la fonction d'audit interne. Il peut évaluer la fonction audit interne. En s'assurant par des contrôles appropriés de l'adéquation de leurs travaux et de leurs conclusions avec les objectifs de sa mission. Est-ce que les travaux des auditeurs internes sont adéquats avec les objectifs de l'auditeur financier? C'est très important. Et bien sûr, il doit conserver une documentation suffisante de leurs travaux, c'est-à-dire tous les rapports des auditeurs internes. L'auditeur financier, on lui donne également une copie. Donc, il utilise les travaux des auditeurs internes. Sixième norme. Septième norme, il utilise les travaux de l'expert comptable qui passe dans l'entreprise, ce qu'on appelle l'auditeur contractuel. Par exemple, un auditeur contractuel. Parfois, l'entreprise recourt au commissaire aux comptes, c'est pour l'audit légal, pour certifier, il est dans l'obligation. Mais parfois, l'entreprise est appelée à recourir à un expert comptable pour d'autres domaines. Et là, bien sûr, il peut utiliser les travaux de l'expert comptable. Norme 8, l'auditeur est appelé à coordonner les travaux entre les auditeurs.
Tout à l'heure, on a parlé de la supervision. Lorsqu'on dit la supervision, c'est un volet contrôle, c'est un volet, bien sûr, supervisé, c'est contrôlé, c'est motivé, c'est assister les nouvelles recrues, les nouveaux auditeurs juniors, il faut les assister sur le terrain. C'est veiller à ce que, je vous donne exactement ce que ça veut dire superviser, veiller à ce que l'information circule de façon ascendante, veiller à ce qu'il n'y ait pas goulot d'étranglement, veiller à ce qu'il n'y a pas réticence au niveau de la diffusion de l'information, régler les conflits, oui, il y a beaucoup de conflits parfois entre certains auditeurs juniors, parfois on peut trouver certains conflits, donc l'auditeur est appelé à régler les conflits, donc c'est contrôler de façon inopinée, c'est motiver, c'est assister les nouvelles recrues, c'est bien sûr régler les conflits, c'est s'assurer de la circulation de l'information. Tous ces éléments-là entrent dans le cadre de ce qu'on appelle la supervision. Mais également, il y a une norme qui parle de la coordination des travaux entre les auditeurs. C'est-à-dire les auditeurs étant chacun responsable de l'opinion formulée sur les états de synthèse, se concertent afin de planifier en commun la mission, s'informent mutuellement de leurs travaux et confrontent leurs conclusions notamment. Donc l'auditeur, il est appelé à coordonner les travaux de plusieurs auditeurs, donc il doit synchroniser, il est appelé à synchroniser leurs travaux en assurant la concertation. Qu'est-ce que c'est-à-dire la concertation? C'est-à-dire qu'ils doivent se concerter, ils doivent se mettre d'accord, Et en confrontant leurs conclusions, Neuvième norme, application des normes de travail aux petites entreprises. Oui, certes, les normes de travail s'appliquent à toutes les sociétés. Toutefois, l'auditeur doit s'adapter aux petites et moyennes entreprises qui ont des spécificités, qui ont certaines particularités. Donc il doit s'adapter, qui ont des contraintes, d'accord, Donc l'auditeur doit s'adapter aux petites et moyennes entreprises. Pour regarder d'une part, à prendre en compte les travaux effectués par d'autres intervenants, notamment l'expert comptable. Comme vous le savez, les petites et moyennes entreprises recourent surtout à l'expertise comptable. Et bien sûr, de par leur taille, ils ne sont pas obligés de nommer ou de désigner un commissaire aux comptes, mais lorsque la taille augmente, lorsque le chiffre d'affaires augmente, surtout pour les SARL, lorsque on a vu que pour les SARL qui ont un certain chiffre d'affaires, ils sont obligés de nommer un commissaire aux comptes. Bien sûr, là, on va nous baser bien sûr sur les travaux des experts comptables et bien sûr, on doit bien sûr faire face aux contraintes imposées. On doit faire face aux contraintes imposées par l'environnement de ces entreprises. Alors maintenant qu'on a vu les normes de comportement, les normes de travail, qu'en est-il des normes de rapport? Ces normes sont également d'une grande importance. Les normes de rapport. Alors en ce qui concerne les normes de rapport, je vous ai déjà annoncé au niveau du chapitre 2 que l'auditeur financier est appelé à émettre 3 avis. Soit il va certifier avec réserve, c'est la certification la plus connue. Si vous faites par exemple un sondage, vous allez trouver que la certification avec réserve, elle est la plus connue. Il y a refus de certification et certification sans réserve. Alors là, c'est comme si la société, c'est le paradis, hein, entre guillemets. C'est rare. Certifié sans réserve, c'est-à-dire je certifie, il n'y a aucune réserve. Tout marche bien. Mais la certification la plus connue, c'est certification avec réserve. Donc le modèle de rapport proposé par la norme, c'est un préambule introductif. On doit avoir une introduction, un avant-propos, une introduction, avant-propos et introduction.
Et au niveau de l'introduction, l'auditeur formule son opinion. C'est-à-dire formule son opinion. Il va se prononcer, il va se dire je certifie avec réserve, je certifie sans réserve, je refuse de certifier. Donc il y a une partie dédiée à un préambule introductif. Le préambule, c'est l'avant-propos. Un préambule introductif, c'est-à-dire on est dans l'introduction. Il y a une partie consacrée aux réserves à formuler en fonction de chaque cas. Donc, le rapport d'audit, on trouve une partie dédiée à l'étendue de la mission. Ce qui c'est-à-dire l'étendue de la mission, le champ de la mission. Quel est le champ? C'est-à-dire, on délimite le champ de la mission. Voilà le champ de la mission. Qu'est-ce qu'on trouve le champ de la mission? Cette partie elle est importante. La nature du mandat, la nature de la mission et son origine. Par exemple, l'origine de la mission, si on ne parle pas que du commissariat aux comptes, mais on peut parler par exemple d'un audit contractuel pour les sociétés qui ne sont pas obligées de nommer un commissaire aux comptes. Donc l'origine du mandat, par exemple, restructuration de la société, ou une fraude, ou un détournement de fonds, ou là par exemple avoir un crédit, on doit certifier les comptes pour avoir la nature et l'origine du... Les documents concernés. Quels sont les documents concernés par l'audit? Leur nature, leur période, leurs caractéristiques quantitatives et essentielles, ça c'est important. Avec quels documents on va travailler? Les rôles et les responsabilités respectives de l'auditeur et des organes de gestion. Quel est le rôle de l'auditeur et quel est le rôle des organes avec lesquels va travailler l'auditeur, à savoir par exemple, quel est le rôle du conseil d'administration, quel est le rôle du directeur général, quel est le rôle du directoire, les sociétés cotées en bourse, quel est le rôle de l'assemblée générale ordinaire, etc. Bien sûr, l'étendue de la mission, on fait référence avec les normes. On va travailler avec les normes de travail, on va travailler avec les normes de comportement, on va travailler avec les normes de rédaction de rapport. On mentionne les normes. Et c'est très important. On doit mettre l'accent brièvement sur l'objectif du travail effectué. Et quel est le but? Qu'est-ce qu'on cherche? Par exemple, on cherche à certifier les comptes, on cherche ceci et cela. Donc, quel est le but? Quels sont les objectifs? Et bien sûr, après avoir mené la mission d'audit financier et comptable, on doit bien sûr faire état des limitations de l'audit. Qu'est-ce que c'est-à-dire les limitations de l'audit? Quelles sont les contraintes qu'on a trouvées? Quelles sont les contraintes qu'on a trouvées? Quels sont les handicaps qu'on a trouvés? Quels sont bien sûr si vous voulez, quels sont les handicaps? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les restrictions qu'on a rencontrées? Bien sûr, l'auditeur doit mentionner au niveau de l'étendue quelles sont les limitations. Qu'est-ce que je veux dire par limitation? Quelles sont les restrictions? Quels sont les handicaps? Quelles sont les contraintes qui ne permettent pas à l'auditeur, bien sûr, de mener sa mission sans problème? Voilà ce qu'on appelle l'étendue de la mission. Et bien sûr, on passe à la partie l'opinion de l'auditeur. Norme de rapport, il y a l'opinion de l'auditeur. Il y a 3 opinions. La première opinion, et je vais lier ceci bien sûr aux éléments probants, les techniques qu'on a utilisées tout à l'heure pour faire des contrôles. Pour quelle fin? Pour avoir des éléments probants. Quelles sont ces techniques? Quelles sont ces diligences? Ce qu'on appelle les diligences, ou un ensemble de contrôles qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons vu contrôle, alors l'observation physique, l'examen analytique, entre autres. Donc, opinion sans réserve. Quand est-ce que l'auditeur émet une opinion sans réserve? Quand est-ce que l'auditeur certifie la régularité et la sincérité des comptes en disant « Je certifie que les comptes sont réguliers et sont sincères sans réserve », c'est-à-dire sans émettre une réserve. Vous savez ce que c'est-à-dire les réserves? Ça veut dire il va bien sûr, oui, je certifie, mais il y a des problèmes, il y a des observations, il y a des constats. Je vous demande, s'il vous plaît, de remédier à ces problèmes, de remédier à ces dysfonctionnements. Parce que pour lui,
Ces dysfonctionnements, là, écoutez, je vous demande s'il vous plaît, d'écouter très très bien ce que je dis tout à l'heure. Parce que ces problèmes, l'impact de ces problèmes, bien qu'il est significatif, reste, regardez la phrase, reste insuffisant pour refuser la certification des comptes. Je reviens au diapo. Je vais encore expliquer. Parce que cette partie-là nécessite d'expliciter les choses de façon précise. Parfois, l'auditeur certifie les comptes sans réserve, c'est-à-dire sans remarque, sans observation, sans émettre une observation, sans émettre une remarque concernant les dysfonctionnements, concernant les anomalies, concernant les problèmes. Donc, il n'y a pas de problème. Il vous dit, je certifie les comptes, il n'y a pas de problème. Dans quelles conditions il peut certifier les comptes sans réserve? Dans quelles conditions? Première condition, mise en œuvre des diligences d'audit conformément aux normes de la profession. Qu'est-ce que ça veut dire mise en œuvre des diligences d'audit? Lorsque je dis diligence d'audit, c'est l'ensemble des vérifications que je vous ai données tout à l'heure. Quelles sont ces vérifications que je vous ai données tout à l'heure? Tout à l'heure, on a parlé de contrôle. On a parlé de contrôle sur pièce et de vraisemblance. On a parlé de l'observation physique, de la demande de confirmation directe, de l'analyse analytique. Tous ces contrôles-là, on peut les appeler les diligences d'audit. Alors, pour les étudiants qui ne savent pas ce que c'est dire diligence d'audit, c'est les 5 contrôles que j'ai mentionnés tout à l'heure. Les 5 contrôles que j'ai mentionnés. C'est-à-dire, l'auditeur, il a mis en œuvre tous ces contrôles-là de façon conforme aux normes. Quelles sont les normes? Les normes qu'on a vues tout à l'heure, les normes de comportement, les normes de qualité de travail, etc. Donc, conformément aux normes, l'auditeur, il a mis en œuvre tous ces contrôles-là, toutes ces vérifications-là. On les appelle également les diligences d'audit. Donc les diligences d'audit, c'est l'ensemble des vérifications, c'est l'ensemble des contrôles effectués par l'entreprise. Et on a cité des contrôles, par exemple le contrôle sur pièce et de vraisemblance, l'observation physique, la demande de confirmation et l'examen analytique. Je vous demande de vous limiter seulement à ces 4 contrôles. Donc lorsque l'auditeur s'assure que ces contrôles ont été mis en œuvre conformément aux normes, il va émettre une opinion sans réserve. Deuxième condition, et bien sûr une autre condition, les résultats des contrôles satisfaisants par rapport aux objectifs d'audit. Tout à l'heure, on a dit au niveau du champ, les objectifs d'audit. Donc les contrôles qu'il a effectués sont satisfaisants par rapport aux objectifs d'audit. Troisième condition, les informations données sur les comptes suffisantes pour sauvegarder l'image fidèle. C'est-à-dire les informations données, bien sûr, sont suffisantes pour sauvegarder l'image fidèle, pour sauvegarder la sincérité des comptes et la conformité des comptes. Voilà les cas. C'est-à-dire l'auditeur va émettre une opinion sans réserve dans les cas qu'on a vus tout à l'heure. Quand est-ce que l'auditeur, et je vais lire là, je vais expliquer parce que c'est le jargon des auditeurs, j'ai presque pris le jargon des auditeurs, et je vais expliquer. Il va émettre une opinion avec réserve, c'est-à-dire je certifie les comptes, mais il y a des observations, il y a des réserves, il y a des choses à corriger. Mais vous allez me dire, du moment qu'il y a des choses à corriger, pourquoi il a certifié les comptes? Je dis bien, ces choses à corriger, leur impact reste insuffisant pour refuser la certification. C'est-à-dire ils n'ont pas un grand impact sur la bonne marche de l'entreprise, ces problèmes-là. Alors, en ce qui concerne l'opinion avec réserve,
Alors l'opinion avec réserve, c'est pour les cas suivants. Réserve pour des accords. Pourquoi l'opinion, il a certifié les comptes, mais avec réserve. Quelle réserve? Réserve pour des accords. Je lis. Erreur commise quant au choix ou l'application des règles et méthodes comptables dont l'impact, bien que significatif, reste insuffisant pour refuser de certifier les comptes. C'est-à-dire, on a commis des erreurs, on a appliqué des règles et des méthodes comptables qui ne sont pas correctes, on a appliqué des règles et des méthodes comptables qui ne sont pas correctes, on a choisi des méthodes comptables qui ne sont pas correctes, mais malgré ce problème, malgré ce dysfonctionnement, on peut certifier les comptes avec réserve. Parce qu'on estime que l'impact, bien que significatif, reste insuffisant pour refuser de certifier les comptes. On certifie les comptes avec réserve pour le deuxième cas, lorsqu'on a les réserves pour limitation. Tout à l'heure, j'ai parlé de limitation, des restrictions, des entraves. Limitation de l'étendue des travaux d'audit. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'étendue. Donc, on a limité une partie de l'étendue. Limitation de l'étendue des travaux de l'audit suite à des événements extérieurs ou imposés par les dirigeants. Exemple, on a demandé aux dirigeants d'envoyer une lettre de circularisation à des clients. C'est quoi la lettre de circularisation? C'est le synonyme de la lettre de confirmation. Je dis bien. Lettre de circularisation des clients, c'est la lettre de confirmation qu'on envoie aux clients pour confirmer une créance. Soit on dit lettre de confirmation ou on dit circularisation des clients. C'est la même chose. Donc ça, si par exemple, alors bien sûr l'envoi de cette lettre, l'auditeur n'envoie pas directement cette lettre au client. Il n'a pas le droit. Il doit passer par les dirigeants de la société. Si les dirigeants refusent la circularisation des clients, ça constitue une limitation à l'étendue des travaux d'audit. C'est-à-dire on limite le champ du travail de l'auditeur. On rétrécit le champ du travail de l'auditeur. Or, l'auditeur, bien sûr, on doit lui donner une liberté d'action. Du moment qu'on rétrécit son champ d'action, ça s'appelle une réserve pour limitation. Voilà un exemple. L'exemple le plus éloquent, c'est refuser l'envoi d'une demande de confirmation auprès d'un client. Ça s'appelle la circularisation. Bien que significatif, l'impact reste insuffisant pour refuser de certifier les comptes. Oui, on a trouvé une petite limitation, mais ceci ne va pas dire qu'on ne va pas certifier les comptes. Oui, on va certifier les comptes, mais l'auditeur va émettre une observation. Je vous certifie les comptes, mais s'il vous plaît, la prochaine fois, il faut veiller à ce qu'il ne faut pas limiter le champ du travail de l'auditeur. L'auditeur émet une opinion avec réserve également lorsqu'il y a l'incertitude, ce qu'on appelle la réserve pour incertitude. Lorsqu'il y a une situation dont la résolution dépend d'événements futurs. Il y a l'incertitude, c'est-à-dire il y a quelque chose qui dépend des événements futurs. Par exemple, litige avec un fournisseur, litige avec un client, et bien sûr, le dénouement est incertain, c'est-à-dire on ne sent pas que le problème va être résolu. Là également, l'auditeur peut émettre une opinion avec réserve, mais il va considérer que l'impact reste insuffisant pour refuser de certifier les comptes. Refus de certification. Quand est-ce que l'auditeur refuse la certification? L'auditeur refuse la certification lorsqu'il y a erreur dans l'application des règles et principes comptables. Une grande erreur dans l'application, il y a une grande erreur. Tout à l'heure, on a parlé d'une petite erreur. Une grande erreur dans l'application des règles et principes comptables, dont l'impact est suffisamment important pour affecter les états financiers dans leur ensemble. Lorsqu'il y a également limitation portant sur des diligences jugées nécessaires et empêchant de se former raisonnablement une opinion sur les comptes dans leur ensemble. Limitation portant sur des diligences. Regardez. Limitation portant sur des diligences.
Maintenant, vous avez compris cette phrase. Je sais que si je n'avais pas, si j'ai pas assuré cette séance, vous n'allez pas comprendre, c'est-à-dire limitation portant sur diligence. C'est-à-dire, on n'a pas autorisé les 4 contrôles dont je vous ai parlé tout à l'heure. On n'a pas autorisé l'observation physique. On n'a pas autorisé l'examen analytique. Donc, il y a une limitation aux diligences d'audit. Là, lorsqu'il y a une limitation aux diligences d'audit, ben l'auditeur, vous ne me laissez pas contrôler, vous ne me laissez pas faire contrôle sur pièce, vous ne me laissez pas faire contrôle sur place, vous ne me laissez pas faire la confirmation directe, ce qu'on appelle la lettre de circularisation, vous ne me laissez pas opérer l'examen analytique, ben je refuse de certifier. Cette phrase est d'une extrême importance. Et en cas de limitation grave ou d'incertitude grave, voilà. Quelles sont par exemple les limitations graves? Déni d'opinion. Alors le déni d'opinion ou le refus de certifier. Alors le déni d'opinion, c'est quoi le déni d'opinion? C'est le refus de reconnaître quelque chose. Il y a des... Bon, on fait une réunion avec l'audité, mais il refuse de reconnaître l'anomalie. Il refuse de reconnaître l'anomalie. Voilà un exemple. Donc voilà grosso modo les cas où on refuse la certification. Bien sûr, le rapport doit être daté. Il doit être daté. Le rapport doit être daté. Date du rapport, c'est la date de fin des travaux. La signature. Lorsqu'on a affaire à un seul commissaire aux comptes qui est une personne physique, donc signature obligatoire de l'associé responsable. En cas de personne morale, par exemple, on travaille avec KPMG parce qu'on a affaire à KPMG. KPMG, c'est une personne morale, c'est une société. Donc, c'est une société qui regroupe un ensemble d'experts comptables, que ce sont également des commissaires aux comptes. Signature par le représentant légal. En cas de pluralité de commissaires aux comptes, établissement d'un rapport commun et signature par l'ensemble des commissaires aux comptes. En cas de désaccord, pluralité des opinions mentionnées dans le rapport. Donc, on peut avoir des opinions qui ne sont pas les mêmes. Il y a des désaccords. Donc, pluralité des opinions mentionnées dans le rapport. Dans le rapport, il y aura la pluralité des opinions. Le commissaire aux comptes n'est pas obligé de présenter lui-même ce rapport. Le commissaire aux comptes n'est pas obligé de présenter lui-même ce rapport au niveau de l'AGO, de l'Assemblée générale. Il peut être lu, par exemple, par le président directeur général. Ce rapport peut être lu par le président directeur général. Ce rapport d'audit, obligatoirement, il doit être déposé au greffe. C'est un bureau qu'on trouve dans le tribunal, où on dépose les rapports d'audit. Obligatoirement, ce rapport d'audit doit être déposé au greffe. Je parle surtout du rapport général, pas du rapport spécial, qui est lié surtout aux vérifications spécifiques. On a déjà vu les vérifications spécifiques. Je parle du rapport général en double exemplaire. Il doit être déposé au greffe. Au greffe, c'est un service, c'est un bureau qu'on trouve au niveau du tribunal. Bien sûr, l'obligation pèse. Qui va le déposer? Ce n'est pas le commissaire aux comptes, c'est la société qui va le déposer. Et bien sûr, le prochain commissaire aux comptes, parce que parfois on change le commissaire aux comptes, le prochain commissaire aux comptes doit s'assurer de ce dépôt. Il doit s'assurer de ce dépôt. Maintenant, bien sûr qu'on a cerné, maintenant qu'on a cerné les normes, on va passer rapidement en revue, je vais passer rapidement en revue les risques. Ce qu'on appelle les risques relatifs à l'audit financier. C'est quoi un risque tout d'abord? Un risque, c'est un ensemble d'aléas, les aléas. Les aléas, c'est quoi un aléa? C'est quelque chose qui peut subvenir comme il ne peut pas subvenir. Donc c'est la probabilité, on est dans la probabilité. Et bien sûr, cet événement peut subvenir, mais cet événement ne peut pas subvenir. Donc il y a la probabilité. Donc l'aléa, donc le risque renvoie à la probabilité, à l'aléa. Par exemple, les aléas climatiques. Le Maroc subit les aléas climatiques.
cette année-là, il y a eu une bonne pluviométrie, mais l'année dernière, c'était une sécheresse historique. Ce sont les aléas climatiques. Il se peut qu'il pleuve, il se peut qu'il ne pleut pas. Dieu seul, l'année prochaine, commencera la pluviométrie. Donc un risque, c'est un ensemble d'aléas susceptibles d'avoir des conséquences négatives sur une entité. Susceptible, c'est-à-dire si ce risque survient, il peut avoir un impact négatif sur l'entreprise. Il peut avoir des conséquences négatives sur l'entreprise. Et là, je vous pose une question très importante. Quels sont les deux contrôles qui permettent la maîtrise? Je ne dis pas la suppression. On ne peut pas supprimer un risque. On ne peut pas éliminer un risque. Ça n'existe pas. On peut seulement maîtriser un risque. Et on peut maîtriser un risque avec deux dispositifs de contrôle. Il n'y a pas un troisième. On peut maîtriser un risque avec deux dispositifs de contrôle. Le contrôle interne et l'audit en général. Lorsque je dis l'audit en général, c'est-à-dire l'audit interne, l'audit financier et comptable, l'audit opérationnel. Donc, quels sont les deux dispositifs de contrôle qui permettent de maîtriser un risque? C'est le contrôle interne, tout à l'heure l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise, et l'audit. C'est quoi un risque? C'est un ensemble d'aléas qui peuvent avoir un impact négatif pour l'entreprise, et dont le contrôle interne et l'audit ont notamment pour mission d'assurer la maîtrise. Voilà la définition d'un risque. Et j'ai lié le risque aux deux dispositifs de contrôle que sont l'audit et le contrôle interne. Quels sont les types de risques? Il y a le risque inhérent, le risque lié au contrôle et le risque de non-détection. Il y a trois types de risques. Risque inhérent, risque lié au contrôle. Quel contrôle? Le contrôle interne, attention. Lorsque je dis risque lié au contrôle, je fais allusion au contrôle interne. Pour vous dire que ce contrôle interne est d'une extrême importance, que ce soit pour l'audit interne, ou l'audit financier et comptable. Donc, on a trois types de risques. Il y a le risque inhérent, il y a le risque lié au contrôle interne et il y a le risque de non-détection. C'est quoi le risque de non-détection? Parce que l'auditeur travaille avec la technique d'échantillonnage, l'auditeur va auditer la facturation, il est devant 5000 factures, 10 000 factures, il ne peut pas voir 10 000 factures, il va faire ce qu'on appelle un échantillon représentatif. Il va travailler avec un échantillon représentatif. Et du moment qu'il va travailler avec un échantillon représentatif, il se peut qu'il va sauter sur des factures qui posent problème. Et là, donc l'auditeur, il a un risque de ne pas détecter tout, ce qu'on appelle le risque de non-détection. Et on a dit au niveau du deuxième chapitre que l'auditeur a une obligation. Il peut atteindre une assurance relative et non absolue. Donc c'est quoi le risque inhérent? Là j'explicite. C'est le risque qu'une erreur se produise compte tenu des particularités de la société, de ses activités, de son environnement, de la nature des comptes et de ses opérations. Donc le risque inhérent, c'est le risque lié à l'activité de l'entreprise, à son environnement, à sa nature, à ses comptes, à sa taille, etc. L'activité, lorsque je dis activité, c'est la taille, c'est marché, c'est source d'approvisionnement, fluctuation de l'activité, le risque de non-recouvrement des créances, c'est ça ce qu'on entend par activité. Bien sûr, le risque inhérent renvoie également à la structure du capital. Parfois, on peut avoir un associé majoritaire qui va confondre son patrimoine personnel avec le patrimoine social de l'entreprise. Et là, on peut tomber dans ce qu'on appelle le problème de manipulation de résultats et d'abus de pouvoir et de biens. Parce que du moment que l'actionnaire majoritaire détient la part du lion dans la société, il peut se permettre le luxe d'abuser des biens et bien sûr d'influencer les dirigeants en ce qui concerne les résultats, ce qu'on appelle la manipulation des résultats. L'activité porte, le risque inhérent porte sur l'activité, sur la structure du capital, sur la structure financière, par exemple, l'insuffisance du fonds de roulement, des capitaux propres, où là on a des problèmes de gestion. Le risque inhérent porte également sur l'organisation, par exemple, insuffisance du personnel administratif, on n'a pas assez du personnel. Il porte également sur l'importance de certains postes du bilan. Par exemple, on peut trouver l'actif circulant, le compte client, il est gonflé, un grand chiffre. Ça, c'est pas bien, c'est un grand risque. C'est un grand risque d'avoir un grand chiffre des clients, au niveau du compte client.
choses, l'importance de certains postes du bilan. Le risque lié au contrôle interne, c'est le risque que le contrôle interne ne fait pas son... C'est quoi le contrôle interne? C'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise. Donc, et le risque que le système de contrôle interne n'assure pas la prévention ou la correction des erreurs. Pourquoi on fait les sécurités? Pour ne pas tomber dans la fraude et les erreurs. Parce que le grand souci de l'auditeur, c'est la fraude et les erreurs. Donc, les anomalies proviennent d'où? Les anomalies et les insuffisances proviennent d'où? Il y a des anomalies liées aux erreurs, il y a des anomalies qui émanent des fraudes. Donc, le contrôle interne ne fait pas son travail. Donc, le système de contrôle interne n'assure pas la prévention et la correction des erreurs. Donc là, à apprécier ce risque dans la phase d'évaluation. Et il y a le risque de non-détection par l'auditeur, c'est-à-dire l'auditeur, et le risque que les procédures mises en œuvre par l'auditeur ne lui permettent pas de détecter d'autres erreurs. Par exemple, une procédure. Tout à l'heure, je vous ai donné une procédure, ce qu'on appelle l'échantillonnage. Il travaille avec l'échantillonnage. L'échantillonnage ne permet pas de détecter d'autres erreurs. Donc l'auditeur n'a pas la possibilité de tout détecter. L'auditeur financier n'a pas la possibilité de tout détecter. Donc, au niveau de ce chapitre, ou de ce complément du deuxième chapitre, c'est un complément du deuxième chapitre. Au niveau de ce complément du deuxième chapitre, bien sûr, nous avons passé en revue, surtout, les 3 normes marocaines d'audit. Les 3 normes marocaines d'audit, à savoir les normes de comportement, les normes de travail et les normes de rapport. Et puis enfin, on a passé en revue les risques liés à l'audit financier et comptable. Quels sont les risques liés à l'audit financier et comptable? Il y a le risque inhérent, le risque lié au contrôle interne et le risque de non-détection. Je vous remercie.